Au tout début de la pandémie, on s'en souvient, l'or avait flambé pour monter jusqu'à 2000 $ l'once. Depuis, l'or un petit peu est retourné dans sa zone des 1800 $ jusqu'il y a encore quelques jours, cassé à la baisse, puisqu'on est juste en dessous aujourd'hui. À quand le réveil de l'or? Est-ce qu'un réveil de l'or est d'ailleurs possible? On en parle avec vous, Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à Merci, tous. merci d'être là, fondateur du site Insolentiae. Si on revient sur 2021, parce que juste avant on faisait un petit bilan sur le marché de l'immobilier, autant ça a flambé et c'est une année record pour le marché de la pierre en France, autant pour l'or, ce n'est pas une bonne année puisqu'il y a une baisse de 5% de son cours. C'est la pire performance depuis 2015, donc ce n'était pas une belle année pour l'or. Année sans éclat, sans mauvais jeu de mots. Alors en fait David, c'est une excellente année, mais une fois que j'ai affirmé ça, une affirmation ne valant pas argumentation, je vous propose de vous expliquer un petit peu pourquoi elle dit que c'est une excellente année. Si on reprend 2020, une forte hausse de l'or qui est assez logique puisque l'or se comporte comme il n'est pas attendu qu'il se comporte, à savoir qu'il y a une grande peur, celle de la pandémie, une grosse baisse des marchés financiers, on ne sait pas à quoi on est confronté en mars-avril 2020, et donc l'or va servir de valeur refuge face à cette grande peur. Peut-être, je vous coupe, excusez-moi, juste pardon, Charles, parlez un peu moins près de votre micro. Pardon, ça c'est mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux, merci. Impeccable, merci. Donc, l'or se comporte en 2020 comme il est attendu qu'il se comporte par rapport à son aspect de valeur refuge. Puis les choses se normalisent, les marchés achètent le vaccin et la vaccination, on part vers plutôt la sortie de crise sanitaire, et à partir de ce moment-là, les marchés se ressaisissent et l'or va se comporter avec beaucoup moins de force, ce qui est assez logique, puisque l'aversion au risque diminue. Donc c'est ce que je dis, c'est pas une bonne année 2021. Pourquoi il me soutient le contraire? Mais vous avez un autre élément qui va rentrer en compte, c'est les politiques de banque centrale qui vont commencer à se modifier et où petit à petit on va expliquer qu'on va sortir de la politique monétaire ultra accommodante, qu'on va monter les taux d'intérêt et qu'on va arrêter les injections et les rachats d'actifs. Donc on va initier un tapering plus ou moins fort. Normalement, souvenez-vous, la dernière fois que les banques centrales expliquent qu'elles vont normaliser leur politique monétaire, l'or perd 50%. D'accord? Et si vous voulez, c'est là qu'il faut mettre en relation la baisse de 5% de l'or sur cette année versus la chute de 50%, on va dire autour des années 2013, quand les banques centrales ont annoncé les tapering et les hausses de taux et les normalisations de politique monétaire. L'or s'effondre puisque l'or, c'est avant tout le baromètre de l'impression monétaire. Donc c'est la valeur refuge. Et des taux qui remontent, pardon Charles, des taux qui remontent, c'est pas bon pour l'or parce que l'or ne rapporte pas, ne verse pas de rendement. Donc plus les taux sont élevés, plus ça pénalise l'or. Absolument, David. Et donc normalement, quand on a une forte remontée de taux qui est attendue, vous avez l'or qui est censé corriger, mais pas de 5%. Effectivement, vous pouvez. Et donc pour vous, c'est une bonne performance 2021 parce que la chute n'est que de 5%. Là, elle aurait pu être bien plus ample, c'est ça, hein? Et oui. Alors après, une fois qu'on a dit ça, pareil, continuons le raisonnement. Pourquoi cette fois les marchés ne corrigent pas significativement sur l'or alors qu'il y a clairement une normalisation de la politique monétaire et donc le retour des faucons? Vous en avez suffisamment parlé dans vos émissions ces derniers jours, David. Eh bien, il y a deux raisons possibles. La première raison, c'est que les marchés n'ont pas encore pris en compte sur l'or le retournement de politique monétaire. J'y crois assez peu, parce que les marchés, par définition, sont toujours dans l'anticipation. La deuxième raison possible, c'est que les marchés ne croient pas fondamentalement à ce resserrement monétaire. Et ce qui me permet de justifier éventuellement ce point de vue, c'est le comportement là des marchés financiers, puisque vous serez d'accord avec moi, David, quand les taux d'intérêt remontent de manière significative, les actions comme l'or se comportent de manière relativement similaire, c'est-à-dire qu'il y a peu d'intérêt à détenir des actifs risqués, donc on va vers du taux d'intérêt, on va vers des produits de taux. Donc les actions corrigent quand, de manière générale, les taux d'intérêt montent. Et là,
on a eu une petite secousse hier ou avant-hier sur les marchés financiers, on est très 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 loin d'un crack obligataire ou d'un crack boursier sur les craintes de remontée des taux d'intérêt ou de resserrement de la politique monétaire des banques centrales. Vous voulez me dire quoi et nous dire quoi là, Charles? La conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est que je pense que les marchés, pour le moment, ne croient pas à la dureté du discours Faucon. Et donc, comme quoi les banques centrales seront peut-être amenées à faire machine arrière ou à tempérer leur ardeur orthodoxe en matière de resserrement monétaire. Et en même temps, ok, d'accord, j'entends. Et en même temps, je ne vois pas trop ce qui pourrait jouer en faveur de l'or aujourd'hui, de vous à moi. D'ailleurs, je vois beaucoup d'experts. JP Morgan nous parle d'un once d'or à 1 600 $, à Ben Ambro à 1 500 en fin d'année. Tout ça n'est pas très enthousiasmant. Quels sont les moteurs pour un réveil, un éventuel réveil de l'or? Parce que moi, je ne les vois pas honnêtement. Mais c'est vous l'expert. Hein. C'est gentil d'être. Non, je crois qu'aujourd'hui, le juge de paix, ça sera l'inflation. Tout à l'heure, votre invité précédent disait comparer un peu l'immobilier et l'or, qui je trouve est une comparaison qui est toujours délicate. Et il avait cette phrase très très juste, il disait l'inconvénient de l'immobilier, c'est qu'on peut pas partir avec son lingot, quoi. Bon, ce qui est tout à fait vrai. Et donc l'or, si vous voulez, agit comme de la quasi-monnaie et une protection quasi-monétaire versus des actifs tangibles de type immobilier. Et donc, dans un contexte inflationniste, c'est de la monnaie qui vous protège de l'inflation. L'or est de la monnaie qui vous protège de l'inflation. Je vous le dis autrement, l'or, c'est du cash qui vous protège de l'inflation. Attendez, mais l'inflation, c'est bon aussi pour l'immobilier. Pardon, c'est pas le sujet du jour, mais... Ah, mais c'est tout à fait bon pour l'immobilier. Je vous le confirme. C'est pas du tout l'un contre l'autre. C'est l'un et l'autre quand vous avez une vision patrimoniale des choses. Votre immobilier n'est pas délocalisable, votre immobilier est extrêmement taxable et d'ailleurs extrêmement taxé. Votre immobilier, c'est un actif tangible avec, pour prendre un mot très à la mode, des emmerdements tangibles également. C'est-à-dire que si vous avez une fuite d'eau, vous avez une fuite d'eau et il faut aller réparer la fuite d'eau. Et ça, c'est un emmerdement qui est extrêmement tangible pour le propriétaire, d'ailleurs, comme pour le locataire et ses voisins. Donc, l'immobilier, ce sont des contraintes qui sont spécifiques à l'immobilier. L'or, ce sont des contraintes qui sont spécifiques à l'or. Et quand on raisonne en termes patrimonial, eh bien, quand on a de l'immobilier, on peut avoir un recours au crédit, à de l'endettement, et quand il y a de l'inflation et du taux fixe, c'est plutôt une bonne idée. Mais quand on a besoin d'assurer aussi du cash, des actifs financiers et du financier, on ne peut pas faire 100% d'immobilier. J'entends, mais j'arrive pas à voir en quoi le retour de l'inflation, Charles, en quoi le retour de l'inflation peut bénéficier à l'or. J'arrive pas à comprendre là pour le coup. Bon, bien, tout simplement parce que l'or est un étalon fixe de la mesure de la quantité de monnaie imprimée par les banques centrales. C'est un thermomètre, l'or, hein. Donc l'or a toujours, si vous voulez, l'or étant en quantité limitée, l'or ne pouvant pas être imprimé à volonté, eh bien de manière traditionnelle depuis 6000 ans, puisque je rappelle quand même que l'histoire de la monnaie est intimement liée à l'histoire de l'or, et que les monnaies fiduciaires à l'échelle de l'humanité sont extrêmement jeunes et extrêmement récentes, et puis que l'histoire des monnaies papier se termine toujours de la même manière depuis qu'elles existent, depuis John Law et depuis les assignats en France, etc. Ça se termine toujours dans un immense feu de bois et par une dévalorisation de 90 à 95% de la valeur d'une monnaie. Et on est aujourd'hui à un moment très particulier où on s'oriente de toute façon vers un changement du système monétaire international, vers une réforme du système monétaire international, comme le monde en connaît de manière régulière, pour la simple et bonne raison que nous sommes en train d'aller au bout des monnaies que nous avons aujourd'hui par une création monétaire qui est complètement non maîtrisée. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez un retour de l'inflation. Oui, mais si elle est non maîtrisée dans ces cas-là, alors du bénéfice à l'or, on est à 1 800 $ l'once, si c'était pricé. Eh bien, elle c'est pricé dans l'or. Moi, je n'y vois là aucune incohérence. Votre question est très pertinente. Et je n'y vois aucune incohérence, David. Parce que si on croyait au resserrement monétaire, l'or aurait déjà baissé de 50%. Beaucoup plus. Parce que là, ça ne servirait effectivement, et je vous rejoins, à rien de détenir de l'or. Si on pense que demain, les monnaies vaudront plus et retrouveront vraiment leur valeur intrinsèque,
et qu'on n'aura aucun problème d'inflation, il n'y a aucun intérêt à avoir de l'or à quasiment 1800 € l'once. On devrait aujourd'hui déjà être à 1000. On finit là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait aider à ce que l'or retrouve ces 2000 $ l'once qu'on a connus en mars ou avril 2020? Deux phénomènes. La compréhension par les marchés et je dirais l'ensemble des acteurs économiques que la poussée inflationniste actuelle va être profondément durable et qu'elle n'est pas liée à une notion de dynamisme économique, mais une notion de raréfaction des ressources qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand vous avez une inflation qui est liée à une dynamisme économique, la montée des taux ou la hausse des taux peut agir sur cette inflation, alors que quand c'est une notion de raréfaction des ressources, vous pouvez imprimer autant de monnaie que vous voulez, vous n'allez pas... Et c'est ce qui explique que certaines banques centrales ne chercheront pas à resserrer trop vite, puisque finalement elles n'ont pas d'effet. Ces resserrements n'aura pas d'effet sur la demande, puisque c'est un problème d'offre et de pénurie, c'est ça, hein? Absolument, David, absolument. Donc ça, c'est le premier élément. Ouais. Et le deuxième élément, juste et qui découle un peu de ce premier élément, c'est la compréhension par l'ensemble des acteurs économiques et des marchés qu'on ne luttera pas contre l'inflation actuelle via les taux d'intérêt. Ça aura donc aucun effet ou un effet marginal. Et que donc les banques centrales vont éventuellement développer des politiques alternatives, non conventionnelles de lutte contre l'inflation, mais que ça ne sera pas forcément monétaire et qu'on va continuer finalement à devoir créer de la monnaie pour maintenir la solvabilité du système économique. Et donc c'est bon pour l'or. Aujourd'hui, repose sur de l'endettement, mais pour payer l'endettement, on le paye avec la croissance future. Mais dans un monde de transition écologique, ça implique le fait que vous sortez du schéma de remboursement des dettes passées avec de la création de croissance future. En d'autres termes, la transition écologique, c'est la fin de la croissance infinie dans un monde fini. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais de mon stock de dettes? Et donc, mon stock de dettes, je vais être probablement obligé de le monétiser, de continuer à le monétiser via l'intervention des banques centrales. Et donc, c'est bon pour l'or. Éviter l'insolvabilité générale. Et, vous avez compris, c'est bon pour l'or. Voilà, merci beaucoup. Explication point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles. Merci David. Salut, bye. Merci à tous. Au revoir.